Le sucre, on le trouve absolument partout. Dans le café du matin, dans les gâteaux, les sodas, il fait partie de notre quotidien. Mais voilà, derrière cette douceur si familière se cache une histoire incroyablement complexe, souvent très sombre, qui a littéralement façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On va plonger au cœur d'une contradiction énorme. Comment un produit qu'on associe à la fête, à l'enfance, à la douceur, peut avoir des racines si profondément plantées dans la souffrance et l'exploitation humaine? C'est toute la question. Déjà, en 1759, Voltaire, dans son œuvre Candide, mettait le doigt dessus. Cette phrase, elle est terrible de lucidité. Elle nous rappelle que le coût humain du sucre, ce n'était pas un secret, c'était une réalité brutale, connue même au siècle des Lumières. C'est de là qu'on part. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord mesurer l'ampleur de notre appétit collectif pour le sucre. Et attention, les chiffres donnent le vertige. La progression est juste exponentielle. Imaginez, en 1600, un Européen moyen consommait à peine 87 grammes de sucre par an. C'était un produit de luxe extrêmement rare. 2 siècles plus tard, en 1800, on est déjà à 9 kilos. Et aujourd'hui, on atteint les 40 kilos par personne et par an. C'est cette demande explosive qui a mis le feu aux poudres. Et voilà peut-être la plus grande ironie de toute cette histoire, toute cette industrie mondiale, toute cette violence, toute cette histoire, tout ça repose sur un produit dont notre corps, au fond, n'a absolument pas besoin. Oui, ça donne un coup de fouet, une énergie rapide, mais sur le plan nutritif, c'est une coquille vide. Alors face à cette soif de sucre insatiable, comment les empires européens ont-ils répondu? Eh bien, ils ont créé un système d'une efficacité redoutable et d'une cruauté sans nom, le modèle de la plantation. C'était une véritable machine, une recette implacable. On prend une terre, on rase tout. On y plante uniquement de la canne à sucre, puis on déporte de force des millions d'êtres humains pour travailler jusqu'à la mort. On transforme sur place dans des conditions atroces pour enfin exporter le produit et générer des profits colossaux. Et le pire, ce modèle a été copié-collé partout. Le chiffre est presque impossible à se représenter. 12 millions et demi. 12 millions et demi d'hommes, de femmes, d'enfants arrachés à leur terre, leur famille, leur vie, pour être déportés de l'autre côté de l'océan. Et il ne faut pas se tromper, le sucre n'était pas juste un produit parmi d'autres, c'était LE moteur de ce système. Sur ces 12,5 millions de personnes, plus de la moitié ont été réduites en esclavage pour la seule et unique industrie du sucre. Le sucre était le cœur battant de l'économie esclavagiste. Et les fortunes amassées grâce à ce système n'ont pas simplement enrichi quelques planteurs. Non, elles ont irrigué et financé la plus grande transformation économique de l'histoire, la révolution industrielle. En fait, le sucre a joué un double rôle. D'un côté, les profits gigantesques ont fourni l'argent, le capital, pour investir dans les usines, les machines, les inventions. Et de l'autre, une fois produit en masse et à bas coût, le sucre est devenu le carburant calorique des ouvriers européens, leur permettant de tenir des cadences de travail infernales. Mais alors, que s'est-il passé quand les voix se sont élevées pour abolir l'esclavage? Est-ce que ce système si profitable s'est tout simplement arrêté? Pas du tout. Il a fait ce que font les systèmes puissants. Il a muté. La question semble simple, mais la réponse est un non, catégorique. L'exploitation était bien trop rentable pour disparaître. Alors, elle a simplement changé de nom, changé de visage, et ce nouveau visage, il avait un nom, l'engagisme. Sur le papier, c'était un progrès, des travailleurs libres avec un contrat. Sauf que dans la réalité, ils étaient piégés par des dettes impossibles à rembourser et leurs conditions de vie et de travail étaient à peine meilleures que celles des esclaves qu'ils remplaçaient. Et encore une fois, l'échelle de ce déplacement de population est ahurissante. Près de 3 millions de personnes venues d'Inde et de Chine pour alimenter les mêmes plantations. L'histoire se répétait, une nouvelle migration forcée à l'échelle mondiale. Et le plus cynique dans tout ça, c'est la façon dont la fin de l'esclavage a été gérée. Ce ne sont pas les victimes qui ont été indemnisées, mais les bourreaux. Les anciens esclavagistes ont reçu des fortunes pour leur perte de propriété. Pendant ce temps, Haïti, première république noire libre, a été forcée de payer à la France une dette colossale pour sa propre indépendance. Une dette qui a étranglé le pays pendant plus d'un siècle. On pourrait penser que tout ça c'est de l'histoire ancienne, mais en réalité les structures de pouvoir, les inégalités et les mécanismes d'exploitation créés par le sucre sont encore bien présents aujourd'hui. C'est la même logique de concentration. Au début du XXe siècle, un seul homme contrôlait quasiment tout le sucre américain. Aujourd'hui, les conglomérats comme celui des frères Fanjoul dominent le marché mondial. Les noms ont changé, mais le quasi-monopole et le pouvoir qui va avec sont restés. Et si on a encore des doutes, il suffit d'écouter. Cette phrase d'un coupeur de canne haïtien aujourd'hui, elle est glaçante.
Pour lui et pour des milliers d'autres, le passé n'est pas le passé. C'est une réalité quotidienne, une exploitation qui ressemble à s'y méprendre à celle d'hier. Ces échos de la plantation sont partout. On les voit dans le racisme environnemental où la pollution toxique des champs de canne touche toujours les mêmes communautés pauvres. On les voit dans le pouvoir politique immense des lobbies du sucre et bien sûr dans l'exploitation continue des travailleurs migrants. Le modèle ne s'est pas éteint, il s'est modernisé. Au final, la question reste entière. Quand on regarde un simple morceau de sucre, il est facile d'oublier les 5 siècles d'histoire qui sont concentrés à l'intérieur. Connaître ce coup, ce n'est pas pour culpabiliser, mais c'est peut-être la première étape pour enfin commencer à imaginer un avenir plus juste.